Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Femme de l'ombre, c'est souvent ainsi que l'on parle de Laurence Maintil, la directrice générale du groupe Cyril Lignac. En réalité, cette personnalité solaire est surtout une véritable entrepreneur, à la tête de 10 établissements, une société de production et 150 collaborateurs. Une des réussites les plus éclatantes de l'univers food, alors que rien ne la prédestinait à ce secteur d'activité, entrée dans sa vie à la faveur d'une rencontre décisive. Les rencontres, d'ailleurs, pourraient être le maître mot de cette interview, tant l'ouverture aux autres fait figure de fil rouge dans la vie de Laurence, tissant des liens entre Marseille et Paris, mais aussi Londres, autre ville chère à son cœur. La recette de ces 15 années de succès ? Suivre son instinct plus que les études de marché, savoir saisir les opportunités et s'appuyer sur une connaissance terrain à toute épreuve. Et toujours placer le plaisir au centre du jeu, dans ses projets les plus ambitieux comme dans son quotidien. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Laurence Maintil dans Girls in Food. Bonjour Laurence Maintil. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis Laurence Maintil, directrice générale du groupe Cyril Lignac depuis maintenant un peu plus de 15 ans, originaire de Marseille, mais parisienne dans l'âme. Petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Toujours présente, avec une maman qui a toujours cuisiné, que j'ai toujours vu cuisiner, des petits plats maison. Donc une place importante. D'accord. Est-ce qu'il y avait un plat du dimanche particulier ? Il y en avait un, les petits farcis de ma mère. Alors ça, c'est donc originaire du sud de la France. Un classique provençal. Classique et inégalable. Alors j'ai testé les petits farcis chez des amis, au restaurant, et la recette de ma mère, elle est vraiment définitivement C'est la meilleure. C'est la meilleure. Puis elle a le goût de l'enfance. C'est ça. Est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver justement quand vous étiez enfant ? Souvenir, j'ai toujours bien aimé les animaux, et je crois que quand j'étais enfant, j'aurais bien aimé être vétérinaire. Ah, d'accord. Et au final, votre tout premier job, qu'est-ce que ça a été ? Premier job, alors c'était un stage, mais un stage très important. C'était un stage au service presse chez Adidas à Paris. Ah, d'accord. Du coup, c'est ce qui m'a fait monter à Paris, monter à la capitale, et surtout rester à Paris. D'accord. Voilà. Vous allez nous raconter ça, Oui. votre parcours. Une petite question quand même. Est-ce que vous aviez un intérêt particulier pour la gastronomie quand vous étiez jeune adulte ? Est-ce que c'était quelque chose qui vous titillait comme secteur d'activité ? Pas forcément. Okay. J'aurais adoré vous dire oui et raconter l'histoire, mais pas forcément. J'ai toujours aimé manger. C'est un bon début. C'est un bon début. Je suis pas une très bonne cuisinière. Alors là, avec l'âge, je m'y mets, surtout depuis que je suis maman. Mais non, j'aime bien manger. Maintenant, si on m'avait dit que j'en ferais mon métier, ouais. En effet, je ne l'aurais pas cru. Et comment vous êtes passé justement des relations presse dans le secteur de la mode à la restauration ? Après mon stage chez Adidas, qui a été un stage vraiment qui m'a fait me dire à un moment donné que je voulais bosser dans la com et être à Paris. Je pense que par contre la mode, je me suis dit, je suis pas sûre. Ouais. Je voulais voir autre chose. Et en fait, une rencontre a fait que j'ai travaillé pendant 2 ans et demi, juste après mon stage. Je suis retournée à Marseille pour passer mon diplôme, et je suis revenue tout de suite à Paris. Et j'ai travaillé 2 ans et demi à la cantine du Faubourg, anciennement restaurant, on va appeler ça comme ça, branché parisien. Qui était le restaurant parisien pour excellence. Et en fait, j'y ai travaillé 2 ans et demi. D'accord. Vous faisiez quoi ? Commercial. D'accord. Alors, je m'occupais de la partie commerciale et événementielle, parce qu'on organisait beaucoup d'événements
dans ce restaurant. Des événements assez grandioses, on va dire ça comme ça. Vous en gardez des bons souvenirs? Excellent. Et je pense qu'à l'époque, c'était pas si courant d'avoir ce type de fonction dans un restaurant. Alors, à l'époque, moi en tout cas où j'y ai travaillé, c'était vraiment, on va dire, l'époque des restaurants branchés, tendance. Il y avait, je crois que la cantine du Faubourg, on faisait peut-être 300 couverts. Il y avait de la musique, il y avait des soirées. Il y avait d'autres restaurants comme ça. Et enfin, je sais que dans ce type de restaurant, il y avait toujours un service commercial, justement pour gérer toutes les privatisations, les événements. Et après, je crois que c'est passé de mode en fait, et on est revenu sur des restaurants un peu plus confidentiels, de taille un peu plus petite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus trop ce type de restaurant à Paris en fait, je pense. Non, c'est vrai. Mais par contre, il y a de plus en plus des fonctions communication événementielles au sein de tout type de restaurant. Alors Laurence, on parle souvent de vous comme du bras droit ou de la femme de l'ombre derrière Cyril Lignac. En tout cas, celle sur qui repose le groupe. Est-ce que ça vous semble assez juste comme image? Femme de l'ombre, je m'y suis fait depuis maintenant 15 ans. Sur qui repose le groupe, je suis pas forcément à l'aise avec ça. On est aujourd'hui une équipe de 150 collaborateurs. Quand on a débuté donc avec le restaurant le 15e, il y avait à peu près une dizaine de collaborateurs au sein du restaurant. Aujourd'hui, je suis entourée d'une super équipe. Donc on va dire que c'est un travail, en effet, un travail d'équipe. Ok. Je suis peut-être plus à l'aise avec ça. Et si on remonte ces 15 dernières années, comment s'est passée la transition entre la cantine du Faubourg et ce groupe au succès incroyable que vous dirigez aujourd'hui, puisque vous êtes directrice générale du groupe Cyril Lignac? Très simple. Alors moi, je dis, et j'aime bien dire que la vie est faite de rencontres. Là, ce qui a tout changé, c'est en effet ma rencontre professionnelle avec Cyril, qui, pour la petite anecdote, quand il a ouvert son restaurant le 15e, via l'émission Oui Chef, il devait, pour ouvrir ce restaurant, trouver un investisseur, un financier. Et en fait, c'est l'ancien propriétaire de la cantine du Faubourg qui s'est associé à Cyril sur ce restaurant. Ah, ok. Donc moi, j'ai rencontré et j'ai croisé à plusieurs reprises Cyril, donc dans l'ancien restaurant dans lequel je travaillais, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'accord. Voilà. Et comment a commencé la collaboration? Est-ce que quand vous avez commencé à travailler ensemble, il y avait déjà cette ambition d'aller très très loin, ou est-ce que c'est vraiment un pas après l'autre, un projet après l'autre? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça, en me disant, il y a 15 ans en arrière, est-ce que on aurait pu imaginer ça? S'il y a une chose qui est sûre, c'est que depuis le début, on s'est dit qu'on allait durer. Et on s'est donné tous les moyens pour faire en sorte que justement ça dure et que ça soit pas juste un coup que ça dure pas juste le temps d'une émission, de 2 émissions. L'objectif, c'était vraiment de durer. Après, c'est compliqué cette question en fait. Moi, je pense que on avait pour ambition de faire quelque chose de fort en tant que passionné, mais c'est vrai qu'on pensait pas en arriver là 15 ans après, et voilà. Alors donc Cyril Lignac est chef, donc logiquement vos premiers projets ont été des restaurants. Est-ce que vous pouvez nous raconter donc le lancement donc de ce premier restaurant? Vous êtes arrivé à ce moment-là au lancement du premier restaurant? Exactement. Moi, je suis arrivée, l'émission avait démarré, et moi, je me suis très rapidement occupée de la communication, pour rappel, il y a 15 ans en arrière, Oui Chef, c'était une des premières émissions de télé. Et en fait, on a reçu énormément de demandes, alors toutes très différentes, mais du coup auxquelles il fallait répondre. Donc, je me suis occupée très rapidement, alors du commercial, de la communication et de l'image de Cyril. Donc voilà. Ensuite, à quel moment est venue l'idée d'une diversification? Puisque le cœur de métier c'était le restaurant, la restauration.
Ensuite, vous avez ouvert des pâtisseries. Enfin, il y a aussi la chocolaterie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce parcours, comment sont passées ces 15 années jusqu'à aujourd'hui en termes de projets? Alors, la diversification, elle est arrivée au final assez rapidement, puisque donc, on avait le restaurant le 15e, qui fonctionnait très bien. On a réinvesti dans un autre restaurant qui s'appelle le Chardonnous, qu'on a toujours, qui est dans le 11e arrondissement. Et juste en face de ce restaurant, il y avait une boulangerie qui était tenue par un couple qui allait partir à la retraite. Et Cyril a eu très rapidement, la question s'est posée sur la question du pain, en fait. De produire son propre pain, et au lieu d'acheter du pain ailleurs, de le faire soi-même. D'accord. Et comme je dis, donc, l'histoire, c'est quand même, est basée sur la rencontre. On avait ce couple de futurs retraités boulangers, qui venaient tous les matins nous dire bonjour, et un jour Cyril a dit, peut-être sur le ton de la plaisanterie, a proposé au boulanger en lui disant écoute, si un jour tu veux vendre, viens m'en parler. Et en fait, ça s'est fait aussi simplement que ça. Ils y ont réfléchi, et pas très longtemps après, ils sont venus voir Cyril en lui disant qu'en effet, ils voulaient vendre. Et on s'est dit, mais super, il faut foncer, on va commencer par faire notre propre pain, et nos desserts aussi, pour le Chardonnous, puisqu'à l'époque, le 15e, on avait en effet notre chef pâtissier, mais au Chardonnous, restaurant 1908, cuisine minuscule, avec en effet pas la place pour accueillir une équipe de pâtisserie. Donc du coup, c'est la pâtisserie rue Paul Bert qui produisait les gâteaux pour le restaurant en face. Et donc le pain, pour le restaurant, pour le 15e et pour le Chardonnous. Et puis par la suite, après, on a racheté une deuxième boutique fort du succès de la première. Et puis voilà, maintenant, aujourd'hui, on a 5 boutiques à Paris. Et sur les restaurants, donc il y a d'abord il y a le 15e, il est en cours de en tout cas, transformation. C'est ça, il est en pleine transformation, exactement. On a hâte d'ouvrir. Je crois que ce que je dis, je crois que c'est la première fois qu'on n'a jamais été autant près, en fait. Donc là, on a vraiment hâte d'ouvrir. Et comment se fait la création d'un nouveau restaurant quand on en a déjà un? Donc entre le 15e, le Chardonnous et maintenant d'autres, comment est-ce que vous concevez en fait l'idée derrière le restaurant? Parce qu'à un moment, voilà, il y avait le 15e qui était le restaurant gastronomique. Voilà, et comment est-ce que vous conceptualisez ces différents univers de restauration? Alors, avant tout, c'est le lieu, l'histoire du lieu et l'emplacement, très clairement. D'accord. C'est l'opportunité, on va dire. C'est l'opportunité. Le Chardonnous, Cyril avait envie d'un bistrot. On nous a présenté ce restaurant. J'ai fait la visite avec Cyril à l'époque. On a ouvert la porte. On a vu le restaurant. Donc, c'est un petit bijou qui est inscrit au monument historique, 1908. On a ouvert la porte, je pense même pas commencé la visite, on s'est regardé, on s'est dit banco, c'est pour nous, quoi. Donc vraiment, c'est l'opportunité, et quand on a racheté le restaurant, on savait très bien qu'on allait rester dans le jus, qu'on n'allait pas non plus tout révolutionner, tout casser, tout refaire, changer. C'était pas du tout l'idée. On a eu la même chose pour le restaurant Auprès, donc rue du Dragon, où le restaurant est un restaurant en fait très connu à l'époque de Saint-Germain, avec une jolie histoire. On a rencontré le propriétaire qui voulait vraiment vendre, passer à autre chose, et puis voilà, on a trouvé cet endroit magique, et on s'est dit on est à Saint-Germain-des-Prés, on n'est pas boulevard Saint-Germain, on est dans une rue un peu plus confidentielle, la rue du Dragon, qui a aussi pareil toute une histoire. Absolument, ouais. Donc nous, on aime bien les histoires. Et Ischia, alors, comment qui est dans finalement l'ancien 15e, comment est-ce que vous réinventez une histoire dans un lieu qui existe déjà? Alors Ischia, c'est un autre sujet, parce que du coup, le 15e est resté le restaurant Le 15e pendant 15 ans. Ouais. On ne l'a pas fait exprès. Mais en tout cas, ce restaurant, donc il est né de l'émission de télé. Il était au tout début, on va dire, plus une brasserie qui a évolué en restaurant gastronomique. On a eu une étoile Michelin.
on s'est posé la question à un moment donné, 15 ans dans un restaurant, c'est long, mais pas tant que ça non plus. Moi, j'ai beaucoup d'amis, de confrères qui ont des restaurants depuis très longtemps, sauf que le 15e est vraiment né d'une histoire télévisuelle, d'un programme télé avec une image vraiment assez forte et une image télé. Donc, on s'est juste dit à un moment donné, ayant l'étoile, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de ce restaurant ? Cyril a longtemps travaillé pour cette étoile Michelin. À un moment donné, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait pas fausse route ? Est-ce qu'on continue là-dedans ? Et un jour, Cyril est arrivé au bureau un matin et m'a dit, écoute Laurence, on va arrêter le 15e, j'ai envie d'écrire une nouvelle histoire. Moi, j'étais très contente parce que j'avais juste envie que Cyril prenne du plaisir. Oui. J'avais envie... Parce que là, vous aviez l'impression que vous éloigniez qu'on tournait un peu en rond, en fait. Plaisir, ouais. Qu'on tournait un peu en rond, qu'on était du coup forcément dans les codes du Michelin. Et j'avais moi cette impression, moi je suis pas née avec ça en fait, je suis pas née avec le Michelin. Cyril, lui, il fait ça depuis qu'il a 15 ans, je veux dire, c'est une vraie vocation. Moi, c'est pas mon cas, donc moi j'ai une image un peu différente. Moi, je suis là pour accompagner Cyril dans ses choix, dans ses envies. Je le conseille du mieux que je peux. Et c'est vrai que moi, pour moi, le 15e, je trouvais que on tournait en rond et que la notion de plaisir, elle était plus là. Donc moi, je l'ai alerté à plusieurs reprises là-dessus. Et c'est pour ça que le jour où il est venu me voir en me disant « J'ai réfléchi, on arrête, je veux faire autre chose ». Enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était génial. Cyril, c'est quelqu'un qui a des idées à la minute, qu'il faut canaliser, mais qui a des idées à la minute. Ça, c'est quand même génial de travailler avec quelqu'un comme ça. Et en fait, on s'est rapidement dit OK. Alors au début, on s'est posé la question, on s'est dit est-ce qu'on le vend ? Mais un restaurant aussi brandé, marqué Cyril Lignac, on s'est dit OK, bon, on va le vendre à qui ? Et après, on est très attachés. Alors on est très attachés à ce restaurant et on s'est dit mais en fait on va y travailler un autre projet et on va le garder en fait. Et du coup, on a décidé de créer un restaurant italien, cuisine qui est chère à Cyril, cuisine méditerranéenne. Cyril adore l'Italie, moi aussi. Et du coup, l'aventure Ischia va démarrer très rapidement maintenant, je l'espère. On l'espère, oui. On croise les doigts et voilà. Mais du coup, le restaurant est prêt. La carte est prête. Il n'attend plus que le feu vert. Exactement. Alors, on a une jolie terrasse, donc on se dit que on verra les mesures du gouvernement, mais en tout cas, on a une grande terrasse qui donne sur une rue piétonne et qui est assez agréable dans le 15e. Mais justement, entre ces différents restaurants qui sont dans des quartiers très différents, c'est pas du tout la même clientèle en fait, entre le 11e, le 6e, le 15e. Comment vous jonglez entre ces différents univers, enfin dans la conception d'un restaurant, parce qu'il y a la dimension quartier qui est importante, même si bien sûr un restaurant peut être une destination en soi. Du coup, quand on rachète un restaurant, on fonctionne vraiment... Alors, on n'est pas forcément dans la stratégie à se poser des questions, de faire une étude de marché du quartier pour savoir. Okay. C'est de l'instinct, en fait. Et comme je disais, Cyril est très fort pour ça. Et je donne l'exemple du Bar des Prés, qui est quand même l'histoire quand même assez amusante, puisque le Bar des Prés, rue du Dragon, qui est donc juste à côté du restaurant au Pré, était avant un centre duvet. Donc avec des cabines duvet, donc n'était pas un restaurant, impossibilité d'y mettre une extraction. Et le restaurant était vraiment collé au Pré et rue du Dragon, une rue qu'on aime. Ouais. Et alors Cyril me dit, pareil, un jour me dit, on va racheter le commerce à côté. Alors moi je lui dis, mais quel commerce ? Il me dit, mais le centre duvet, bien sûr Laurence. Et du coup, je vais visiter le centre duvet, donc des cabines duvet, une cave voûtée avec des cabines les unes après les autres. Et je me dis, ok, bon, il faut avoir la vision pour penser que. Et il avait raison. Du coup, on a fait
l'inconvénient de pas pouvoir y installer une extraction, on en a fait une force puisque Cyril a décidé de faire une cuisine autour du cru. Ça marche très bien, on est très content et on a une clientèle par rapport à ce que vous disiez qui est encore différente de celle de nos autres restaurants. Ouais. Et j'aime à dire que c'est aussi la force de notre groupe, c'est d'avoir aussi une clientèle très large. On a une clientèle qui suit vraiment Cyril à travers des émissions et on a une clientèle qui vient pour la cuisine de Cyril aussi et qui suivent pas forcément Cyril à la télé et ça c'est génial en fait. Oui, et puis je pense que même les pâtisseries ou la chocolaterie sont encore une autre clientèle. Et est-ce que ça vous a semblé naturel ou simple en fait ces différentes activités parce que on comprend bien que voilà vous avez commencé avec la pâtisserie notamment avec cette idée du pain, voilà des gâteaux pour les restaurants. Mais c'est une chose, c'est pas tout à fait la même activité que finalement produire de la pâtisserie pour devenir une pâtisserie. C'est même un autre métier. Ouais. C'est un autre métier et c'est vrai que par exemple pour les boutiques, donc on fait vraiment du retail qui n'est pas notre métier. Alors on s'est entouré aussi de personnes très compétentes et je pense à Benoît Couvrant, notre chef pâtissier qui est un chef talentueux avec qui on a créé l'histoire de la pâtisserie et non mais c'est un autre métier. Après ça reste dans l'univers de la food qui est quand même notre univers. Bien sûr. Et en fait, on se fait plaisir à travers tous ces projets. Donc, oui, c'est différent. Oui, au tout début, quand on a ouvert nos pâtisseries, ça a été difficile. Ça a été difficile de créer des commerces de proximité, puisque la marque La Pâtisserie, vraiment, à la base, l'idée, c'était de créer un commerce de proximité. On y trouvait du pain, des viennoiseries. On avait une offre salée avec des sandwichs et des salades au tout début. Mais ça a marché tellement qu'on a été victime de notre succès qu'on a dû aussi arrêter pour se concentrer sur vraiment la pâtisserie. Oui, le cœur de métier en fait. Le cœur de métier. Mais voilà, après on a des projets qui sont bien évidemment tous tournés autour de notre univers qui est la food, la gastronomie. Mais on aime aussi... aller un petit peu sur des terrains qu'on ne connaît pas forcément et on a appris beaucoup du retail. Aujourd'hui, comme je vous disais, on a su s'entourer de gens très compétents dans différents domaines, donc ça marche assez bien. Et si on fait un petit point sur la galaxie du groupe Lignac, aujourd'hui c'est combien de boutiques, combien d'établissements Alors Galaxy, entreprise indépendante. Ouais. Avec un esprit assez familial. Vous parliez au niveau des collaborateurs ? Des collaborateurs, mais également des points de vente. Alors on a aujourd'hui 5 boutiques pâtisseries, une chocolaterie. On a 4 restaurants. Nous avons une société de production puisqu'on produit les émissions de télé. Et puis on a notre siège qui est rue du Dragon. On reste honnêtement une entreprise... J'aime bien le terme familial, en fait. On est une PME, 150 collaborateurs, ouais. C'est quand même beaucoup en gestion. Mais on reste une petite structure avec beaucoup de polyvalence. Et c'est ce qui fait aussi notre force aujourd'hui. Et justement, commencer quelque part cette aventure entrepreneuriale à 2 et aujourd'hui être 150, en soi, c'est un chemin qui est pas forcément évident. Il faut savoir gérer la croissance. Est-ce que pour vous ça a été simple de devoir progressivement recruter mais enfin quand on dit recruter, ça veut dire aussi déléguer parce que vous faisiez forcément tout et petit à petit il a fallu lâcher du lest pour donner certaines tâches à d'autres. Est-ce que pour vous c'est venu naturellement? Est-ce que comment ça s'est passé cette phase de recrutement et puis qui permet de faire grandir l'entreprise? Ça n'a pas été si simple que ça, mais c'est ce qui a été aussi intéressant, c'est qu'à un moment donné, on a débuté, on faisait tout. Très rapidement, on a embauché une assistante pour vraiment épauler Cyril, on avait besoin de quelqu'un pour gérer ses déplacements, pour gérer toutes les demandes entrantes. Donc très rapidement, on a embauché une assistante. Je pense qu'on a dû changer peut-être au tout début 2-3 fois de bureau pour s'agrandir un petit peu. Après, moi, j'ai pas fait d'études de management, j'ai fait des études de communication
Et je crois la meilleure école, c'est d'avoir appris tout sur le terrain, en fait, le tas. Et c'est vrai que moi, j'aime bien aussi, je rencontre beaucoup de jeunes, et j'aime bien aussi dire que l'apprentissage, c'est ce qu'il y a de plus formateur, et que c'est presque aujourd'hui essentiel à notre métier, ça c'est sûr. On a fait, avec maintenant 15 ans de recul, on a fait comme on a pu, avec certainement beaucoup d'erreurs, mais avec une volonté commune, c'était d'y arriver, de se faire plaisir et de transmettre. Voilà. Après, c'est sûr que moi, j'ai eu une période où j'avais l'impression que je faisais une période assez longue qui a duré quand même assez, où j'avais l'impression que je faisais plus de management que de développement et de créativité. Oui. Ça m'a manqué un temps. Il faut savoir qu'au tout début, on n'avait même pas de RH. Hein. Aujourd'hui, on a 2 personnes au RH, Claire et Alice, et pas depuis non plus si longtemps que ça. On a commencé il y a 15 ans. On s'est occupé, on a recruté nous-mêmes. On a fait la communication et on l'a fait toujours nous-mêmes. Le commercial, pareil. Mais c'est encore une fois, c'est ce qui fait la richesse de notre métier. C'est de savoir tout faire pour pouvoir après le transmettre. Et c'est surtout que ce qu'on peut dire avec le recul, c'est qu'on sait de quoi on parle. Oui. Ça veut dire que quand moi je demande à mes collaborateurs de travailler sur tel dossier, je sais de quoi je parle en fait. Et aussi d'être des gens du terrain. Ce que je me suis découverte très rapidement, être quelqu'un de très opérationnel et de quelqu'un du terrain. Au début, je pense que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait hôtesse au restaurant au 15e quand on n'avait plus d'hôtesse. Oui, quand il manquait quelqu'un. Exactement. Et c'est encore une fois la richesse de notre métier, c'est ça aujourd'hui. Je trouve que d'apprendre, de savoir aussi faire beaucoup de choses. Pour pouvoir aussi à un moment donné dire à nos collaborateurs, il faudrait le faire comme ça. Ok, parce que moi j'ai déjà essayé différemment. Alors après, ça n'empêche qu'on laisse aussi beaucoup de, on laisse beaucoup d'autonomie à nos collaborateurs. Ça c'est aussi important parce que chaque collaborateur nous apporte aussi aujourd'hui quelque chose. Mais voilà, moi je dis que quand on demande à des gens de transmettre de telle manière, il faut juste prouver qu'on l'a fait avant et que ça a fonctionné de cette manière-là, en fait. Et c'est génial d'être sur le terrain. Genre, nous, on a nos bureaux rue du Dragon. Quand il y a un problème dans les restaurants, on descend, on est au restaurant, on est présent. Et aussi, Cyril est quelqu'un de très... il est présent, en fait. Il est tous les jours dans ses établissements. Il passe dans les boutiques, dans les pâtisseries. Il va au laboratoire. Alors là, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est on est à Paris, donc c'est facile. C'est facile et il peut le faire. Mais c'est quelqu'un qui est présent et ça, c'est le nerf de la guerre pour nous, en fait. Je rebondis sur le fait que vous disiez on est à Paris maintenant. J'ai entendu parler d'un projet à Londres. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Oui, c'est toujours d'actualité. Alors là, le gouvernement anglais parle d'une ouverture pour le mois de mai. Donc c'est pareil, nous sommes prêts. D'accord, le restaurant est prêt à ouvrir. Donc en fait, le principe, on ouvre un bar des Prés à Londres, notre premier à l'étranger. Alors on a décidé de pas aller trop loin non plus. C'était aussi une façon pour nous de nous dire, bon, on mesure entre guillemets le risque. Mais donc on ouvre le bar des Prés à Londres normalement au mois de mai. Et comment c'est né ce projet en fait ? Comment est née l'idée déjà de s'installer à l'étranger et cet endroit spécifiquement ? Alors Londres parce que c'est déjà une ville qu'on aime beaucoup. On y va très souvent. Il y a quand même beaucoup de Français aussi à Londres. Oui. Et c'est une ville qui bouge beaucoup, qui est très très dynamique. Donc on s'est dit que c'était une ville qui était plus ou moins facile pour un premier développement à l'étranger et on est pour la première fois du coup associé à un groupe de restauration sur ce restaurant. D'accord. Donc on y va en prenant on va dire un peu moins de risques. Oui, ok. Voilà. Est-ce que c'est un début et il pourrait y en avoir d'autres ailleurs ou est-ce que voilà, c'est un projet en tant que tel et il n'y a pas forcément
d'arrière-pensée ou de Alors, d'idée derrière? On se dit qu'on verra pareil, on n'a pas... on réfléchit pas en termes de stratégie, on se dit pas que dans 10 ans on sera partout Oui. Dans le monde, c'est pas du tout la D'accord. volonté. Là encore une fois, c'est né d'une opportunité. Mais je pense que oui, on fera autre chose certainement ailleurs. Et qu'aujourd'hui on a envie d'internationaliser notre cuisine. Le Bar des Prés, c'est une cuisine qui voyage facilement aussi. Oui. D'aller à Londres, en tout cas avec le Bar des Prés, l'histoire est plutôt cohérente. D'accord. Voilà. Et si vous faites un petit peu le bilan de ces dernières années, ou même depuis que vous avez commencé vos études, est-ce que à cette époque-là, vous aviez déjà en tête qu'à un moment vous alliez devenir patronne de votre boîte? Est-ce que vous aviez ce côté entrepreneur très jeune, ou est-ce que c'est c'est la situation qui fait que vous êtes devenu entrepreneur? On va dire que c'est la situation. C'est la situation, c'est la rencontre avec Cyril qui a fait que. Après, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne me voyais pas travailler dans une grosse boîte. Je me voyais pas dans une grande structure avec... Déjà, c'est intéressant de se rendre compte assez jeune, ça. Oui, parce que alors, Adidas, l'expérience Adidas a été très formatrice parce que du coup, le bureau de presse, on était une petite équipe et c'est ce que j'ai aussi aimé. Quand après, j'ai travaillé à la cantine du Faubourg, pareil, une petite équipe, et en fait, le fait d'être dans une petite structure, alors même si Adidas, c'était quand même un grand groupe, mais vous êtes du coup... vous n'êtes pas un numéro, vous avez votre place, vous êtes considéré comme tel. Alors après, peut-être aussi parce que j'ai eu la chance dans mon parcours professionnel, au final, qui a été très court avant de travailler avec Cyril, mais de rencontrer aussi les bonnes personnes, des personnes bienveillantes aussi, ça aide. Mais et je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'être dans l'opérationnel et sur le terrain. Dès mon expérience aussi Adidas, en fait. D'accord. J'ai fait beaucoup de choses. Je me souviens, j'étais sur pas mal d'événements. À l'époque, Adidas était le sponsor de l'équipe de France. Donc j'ai été sur des événements quand même assez importants. Mais j'étais vraiment active. Ouais, vous étiez partie prenante, en fait. Partie prenante, et on m'a laissé ma place et la chance, en tout cas, de pouvoir vraiment être dans l'opérationnel. Et si je reviens sur tous les projets que vous avez lancés, là c'est plus pour, par exemple, des auditeurs qui écouteraient, qui seraient intéressés par le secteur de la restauration, mais en tant qu'entrepreneur. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, on peut lancer un restaurant ou en tout cas un business dans le domaine de la gastronomie, que ce soit une pâtisserie ou autre, sans le côté médiatisation, sans le côté communication? Ou est-ce que pour vous, maintenant c'est incontournable? Alors, parce que vous êtes très fort aussi dans votre groupe sur ça. Mais est-ce qu'il y a des leçons à en tirer pour d'autres? Est-ce que vous pensez que maintenant se lancer en faisant la cuisine ou alors ça des dépend bons gâteaux? Ça dépend de ce qu'on a envie de faire, en fait. Moi, j'ai des amis restaurateurs qui ont un restaurant, qui sont très heureux et qui n'ont pas forcément envie de développer, de faire du business. Après, maintenant, si vous avez vraiment envie de développer, d'en faire un business et de développer plusieurs restaurants, oui, aujourd'hui, c'est important la médiatisation, c'est important de communiquer. Après, ce que je dis aussi, c'est qu'il faut faire attention à la médiatisation. On est bien placé pour en parler. C'est bien beau d'être médiatisé, mais c'est pas tout. Alors, les clients viennent une fois essayer votre restaurant ou viennent dans nos pâtisseries parce que y a l'effet télé. Mais si c'est pas bon, ils reviennent pas. Bien sûr. Les gens ne sont pas bêtes, donc du coup, en effet, il faut assurer derrière. C'est très bien d'avoir une belle image, mais les gens recherchent quand même avant tout la qualité, heureusement. Après, c'est important aujourd'hui de savoir communiquer. Avec les réseaux sociaux, c'est quand même, ça a tout changé la donne, hein. C'est quand même devenu... Moi, je suis alors on est présent sur les réseaux sociaux d'une manière très simple. Donc c'est chez nous en interne quelqu'un qui gère ça. Donc on a la maîtrise totale de ce que l'on fait. L'Instagram, c'est géré par Cyril à 100%. Donc c'est lui qui... Alors quand je le dis, les gens me disent « Ah mais ok, mais ça doit lui prendre un temps fou. » Ça lui prend un temps fou. La chance que j'ai,
c'est qu'il aime ça. Ouais. Et en fait, c'est lui qui gère son compte Instagram, c'est lui qui fait ses posts, c'est lui qui fait ses textes, c'est lui qui fait ses photos. Et il le gère plutôt bien. Après, nous, on gère le Facebook, on gère aussi notre page LinkedIn, parce qu'on trouve que c'est important. Ouais, je suis d'accord. On n'en parle pas assez de ça. Exactement, on n'en parle pas assez. Et pour nous, c'est très important. C'est un peu la vitrine RH de notre entreprise. Et on fait tous les mois des portraits de collaborateurs. Donc, on met en avant les collaborateurs de notre groupe tous les mois sur LinkedIn. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et après, on a la gestion aussi de notre Facebook qui est gérée par nous en interne. Mais c'est sûr que voilà, aujourd'hui, communiquer, c'est important. Voilà. Mais il suffit pas que de communiquer. Ouais. Et il faut aussi... Il faut avoir quelque chose à dire, quoi. Il faut avoir quelque chose à dire. Et c'est ce que je voulais justement vous dire, c'est que ce qui est important, moi donner des conseils, c'est un peu difficile parce qu'en plus je me dis, il faut faire les choses comme on les sent, ça c'est important. Donc je veux pas forcément donner de conseils, il faut vraiment savoir, s'écouter. Mais déjà c'est un bon important. conseil, je trouve, de faire les choses comme on les sent. Et l'intuition, je veux dire, on a tous de l'intuition et il faut fonctionner aussi avec ça. Je veux dire, il faut parfois moins réfléchir et foncer. Parfois, il faut un petit peu plus réfléchir et se poser les bonnes questions. Mais il faut aussi, surtout, prendre la parole quand on a quelque chose à dire. Et alors ça, depuis nous 15 ans, on y fait très attention. C'est vrai qu'on est très sollicité pour des demandes d'interview. Et on fait très attention à ce que l'on fait parce que prendre la parole quand on n'a rien à raconter, en effet, ça nous intéresse pas. Donc, on travaille aujourd'hui maintenant d'une manière un peu privilégiée avec des journalistes que maintenant on connaît depuis 15 ans. Ouais. Et puis, ça se passe très bien, on est très contents. Et encore une fois, parce que on prend la parole quand on a quelque chose à dire et un message à faire passer. Mais il y a quelque chose aussi que je retiens dans ce que vous dites, c'est vous faites beaucoup de choses en interne. Clairement, ça a l'air d'être votre manière de fonctionner. Est-ce que c'est parce que c'est plus facile de transmettre les valeurs de l'entreprise quand ça reste à l'intérieur? Parce qu'il y a il y a beaucoup d'entreprises qui, en grossissant, elles externalisent énormément de fonctions. Vous gardez ça en interne. Est-ce que c'est parce que l'ADN se transmet comme ça? Oui, certainement. Après, aussi, on est quand même assez exclusif, donc on aime bien aussi que les gens qui travaillent pour nous travaillent que pour nous. Donc c'est vrai que du coup, on internalise un peu tout. On lance là notre restaurant italien Ischia avec Clarisse, l'agence Melchior, Clarisse qui est passée au micro de Girls in Food. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs que j'ai écouté, c'était très intéressant. Et en fait, c'est la première fois du coup en 15 ans qu'on va travailler avec une agence, mais ça s'est fait assez naturellement. La personne qui s'occupe de la communication chez nous, Vanessa, est partie en congé maternité et du coup, on s'est dit que ça serait bien de travailler avec Clarisse, qui est une professionnelle et qui fait de très belles choses dans notre univers. Donc on est très content de faire ce lancement avec Clarisse et c'est la première fois pour nous et puis voilà, elle a une super équipe avec beaucoup de femmes, je crois. Tout à fait. Donc non, on est ravis. Laurence, est-ce que dans votre quotidien, il y a une journée type? Pas forcément. Je viens au bureau tous les jours, ça c'est sûr, il n'y a pas de télétravail. Non, alors j'ai la chance d'habiter pas très loin aussi du bureau, mais je suis présente avec mes équipes. Une journée, toutes les journées, on va dire, ne se ressemblent pas, et c'est ce qui fait la richesse de mon poste. Donc c'est un peu difficile de vous donner une journée type. Mais comme je travaille sur les dossiers autant en restauration que pâtisserie, du coup, je fais des choses très différentes et je travaille avec l'ensemble des collaborateurs du groupe aussi. Donc, c'est assez intéressant. Mais je pense que vos journées sont bien remplies. Bien remplies, oui. Même s'il n'y a pas de journée type. Elles sont bien remplies, oui. En effet, on travaille beaucoup. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit que ça y est, vous étiez sûr de vous aviez trouvé votre voie? Je vais répondre avec beaucoup de facilité que depuis que, en effet, j'ai commencé avec Cyril, depuis la rencontre avec Cyril,
on s'est dit assez rapidement, alors je parle pour moi, je me suis dit assez rapidement qu'en effet, j'étais contente de ce que je faisais et de ce qu'on allait surtout faire, en fait. Donc, on va dire oui depuis le début de l'histoire, de cette jolie histoire. Et est-ce qu'il y a une rencontre décisive dans votre vie? Alors, bien sûr, on pense à Cyril Lignac, mais... Comme c'est trop facile, je ne sais pas si c'était Cyril. Alors ça, pareil, c'est difficile parce que j'ai la chance par mon métier de rencontrer des gens très intéressants et tout le temps. Ça, vraiment, c'est aussi ce qui me conforte dans, je pense, tous les jours, me dire que j'aime ce que je fais. C'est les rencontres que je peux faire. Alors, les rencontres avec déjà nos collaborateurs. Honnêtement, on est entouré de gens passionnés. Et ça, mais quel plaisir de travailler avec des gens qui sont passionnés et qui ont envie de partager. On est beaucoup dans le partage aussi et dans la transmission. Donc vraiment les gens, mes collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs du groupe et les gens que je peux rencontrer. Je vais pas vous en citer parce qu'il y en a plein. Et j'ai aussi aujourd'hui beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans le cadre professionnel qui sont maintenant devenus des amis. Donc ça c'est pareil, c'est génial. Beaucoup de femmes. Je pense à plein de gens différents, mais ça c'est génial. Laurence, on va passer à la deuxième partie de l'interview qui est consacrée aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie. Première question que je pose à toutes mes invitées, est-ce que selon vous, le fait d'être une femme a eu un impact sur votre parcours professionnel? Je ne pense pas. Je pense pas que j'en suis là parce que je suis une femme. Je pense que ça serait un raccourci que de dire ça. Je pense que aujourd'hui, cependant, être une femme, c'est une force. Moi, je le vois dans mon rôle et au sein de notre entreprise. Les femmes qui sont quand même assez présentes, c'est une force et une complémentarité aussi dans un métier qui est quand même à la base très masculin. Exactement. Mais qui évolue tellement. Les choses changent à une vitesse, ça change. Les choses changent. Il y a de plus en plus de femmes à des postes de plus en plus importants. Donc ça, c'est génial. Oui. Après, être aujourd'hui pour moi une femme, enfin, c'est sûr que c'est une force par la complémentarité, parce qu'on peut apporter. Alors là, je pense au duo avec Cyril. Oui. Je veux dire, on est totalement complémentaires et voilà, on a des tempéraments différents, une vision des choses aussi différentes. Et justement, vous le disiez, le monde de la gastronomie est assez masculin, en tout cas en production, que ce soit dans les cuisines, dans les labos. Vous, comment est-ce que, en tant que chef d'entreprise, vous gérez ça, ces questions de parité, ces questions, de diversité, de mixité? Est-ce que c'est des choses que vous avez à l'esprit? Au bureau, au siège, on est 8 collaborateurs. On va dire 8 collaboratrices parce qu'il y a 7 femmes et un homme. Donc voilà. Le féminin l'emporte. Le féminin l'emporte et je suis très heureuse de ça. Ce n'est pas du tout, je ne l'ai pas forcément voulu, ça s'est fait comme ça. Après, je trouve que, alors peut-être pas autant que les hommes, mais on a au sein de notre entreprise beaucoup de femmes. Du coup, je me suis amusée à regarder un petit peu des chiffres avant qu'on en discute ensemble. Et honnêtement, les femmes sont quand même assez bien représentées chez nous. Oui. Donc, je suis très contente. Et à des postes complètement différents, dû par la diversification de notre métier. Donc, c'est sûr qu'en boutique, on a beaucoup de femmes dans le retail. En cuisine, dans les restaurants, on a encore beaucoup d'hommes. Mais on a notre chef exécutif, le bras droit de Cyril, qui est Aude Rambourg, qui est une femme extraordinaire, talentueuse, et qui mène la brigade vraiment d'une manière qui est très dans la transmission et dans le partage, donc qui a une personnalité particulière qu'on adore. Donc il y a quand même beaucoup de femmes chez nous. Et de manière générale, dans le monde de la gastronomie, est-ce que vous avez l'impression que la situation change, qu'il y a plus de femmes qui arrivent justement sur des postes en labo, en cuisine? Alors j'ai regardé la dernière fois, il y a eu une enquête là-dessus et en effet clairement les pourcentages disaient que ça changeait, qu'il y avait de plus en plus de femmes, donc on est sur la bonne voie.
Je pense que ça va évoluer encore de plus en plus. Dans la restauration, il y a quand même de plus en plus de femmes. Et on est quand même représenté par des femmes avec des de caractère. Je pense par exemple à Hélène Darroze, là, qui a eu ses 3 étoiles, et félicitations à elle. Et c'est génial, en fait. Donc non, je pense que ça évolue, et qu'on doit tous un petit peu contribuer aussi d'une manière ou d'une autre à ça. Moi, je suis en train de travailler sur un projet qui me tient un petit peu à cœur. En interne, c'est vraiment de l'interne pour nous, mais j'ai envie de mettre en avant des femmes inspirantes au sein de notre entreprise, et on est en train de développer là un projet. On va réaliser des portraits de femmes de chez nous, de femmes inspirantes. Alors je peux pas toutes les mettre malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup, mais et on le fait d'un point de vue dans un premier temps en interne, et après on va communiquer là-dessus, et c'est vraiment de raconter, de pouvoir laisser l'opportunité à ces femmes de raconter leur fonction, leur rôle en tant que femmes dans notre entreprise. Voilà, donc ça va être lancé super. Là, et normalement on devrait pouvoir les lancer pour le mois de juin. On va essayer de faire. On va suivre ça attentivement. Ouais. Donc nos femmes inspirantes. Voilà. Est-ce que justement vous auriez un conseil à partager avec une femme qui nous écouterait et qui serait inspirée par votre parcours? C'est toujours difficile de donner des conseils. Je sais pas si c'est compliqué. Après, moi, ce que je dirais, avec aujourd'hui 15 ans de recul, j'ai maintenant 40 ans, j'ai commencé, j'étais donc beaucoup plus jeune, et en fait, je pense que il faut savoir rester soi-même. Rester soi-même, c'est très important. Et avoir confiance en soi. La confiance, c'est pas facile, c'est tellement important. Ouais. Moi je dis pas que j'ai 100% confiance en moi. Sûr, après j'ai la chance aussi d'avoir des gens qui m'entourent, qui me permettent aussi d'avoir encore plus confiance en moi. Après c'est un travail, encore une fois, de 15 ans de pratique et d'expérience, mais c'est tellement important, la confiance en soi. Et quand on a une idée, il faut y aller à fond, en fait. Il faut y aller à fond. Se faire confiance. Pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours? Alors c'est peut-être l'occasion de citer certaines que vous aviez pensées. Il y en a tellement. Dans les grandes rencontres. Oh là là, je rencontre. Alors c'est vrai que je rencontre quand même beaucoup de femmes. Il y a des femmes que je trouve exceptionnelles. On va commencer par ma maman, peut-être, que j'ai toujours vue se battre. Donc c'est vrai que j'ai une très belle image de la femme. Et après, j'ai la chance de côtoyer des femmes complètement différentes. Je pense à Aude Rambourg, qui est mon quotidien. Je suis avec elle tous les jours, qui est une femme extraordinaire. Et après, des gens que j'ai rencontrés dans l'univers professionnel, et qui sont maintenant des amis. Je pense à Flavie Costamagna, qui est comme moi originaire de Marseille. Je pense à Élodie Piège, que je connais maintenant depuis longtemps. Je pense à Delphine Plisson, qui a fondé la maison Plisson, qui est une femme très inspirante. Je pense à plein de femmes. Alors là, j'ai commencé à en citer, je vais m'en vouloir parce que je vais en oublier tant. Mais mes collaboratrices au bureau, qui m'inspirent tous les jours. Donc honnêtement, tous les gens que je rencontre m'inspirent d'une manière ou d'une autre, et à certains moments plus que d'autres. Donc voilà. Et comme vous, Adeline, je suis ravie de cette rencontre-là. Nous avons pu échanger un petit peu avant, et c'est génial. Plaisir partagé. Laurence, on va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, donc des questions pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent que vous souhaiteriez partager avec nous? Même si c'est pas facile, c'est pas la période idéale pour ça, mais ça peut prendre plein de formes différentes. Un takeaway que vous avez particulièrement apprécié, un livre. Ça c'est quand même une excellente question. Alors en plus c'est compliqué là, Covid, aucun restaurant d'ouvert. Il y a un restaurant
qui fait uniquement pour le moment en livraison du coup, mais qui ouvrira peut-être après par la suite, on verra. Mais c'est un restaurant arménien, cuisine arménienne, qui s'appelle Manchouk. Oui. Voilà, que j'ai testé parce que mon compagnon est arménien, donc on adore cette cuisine-là. En tout cas, il m'a fait découvrir cette cuisine-là. Donc ça, c'est assez sympa à essayer. Bon, pour les Parisiens et Parisiennes, hein, mais ça, c'est assez sympa à faire. Et c'est vraiment la cuisine arménienne que j'ai pu goûter à travers de ma belle famille. Donc, en famille, vraiment. C'est ça, exactement. S'il y a un plat qui devait résumer votre enfance. Je vais revenir sur les petits farcis de ma maman. Ça lui fera très plaisir, je crois. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié ? Allez, on va dire un plat du 15e, des ravioles de langoustine, avec un bouillon daishi magnifique. Ce plat, on l'a gardé longtemps à la carte au 15e. Et quand j'ai goûté la première fois ce plat, je crois que j'ai plus mangé de bouillon, en fait, tellement c'était, on va dire, ce plat. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? Les abats. Pas de commentaires. Un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine ? Je cuisine pas beaucoup, mais j'ai quand même un frigo plein. Mais je ne cuisine pas beaucoup. J'ai toujours chez moi du fromage. J'adore le fromage. J'ai la chance d'habiter juste à côté de la boutique de Marie Quatrom. Donc, je suis une très très bonne cliente. Ouais, le paradis. Est-ce qu'il y a, même si vous cuisinez pas énormément, est-ce qu'il y a vous avez une recette fétiche que vous faites à la maison ? La recette doudou Alors, la recette, ça va faire rire beaucoup de gens, c'est les lasagnes, mes lasagnes. Ma version des lasagnes, alors c'est assez amusant, mais dès que j'invite des amis, je fais des lasagnes. Donc voilà, ils en ont d'ailleurs un petit peu marre. Alors en ce moment, comme ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait de déjeuner ou de dîner, alors souvent ils m'appellent pour me dire ça fait longtemps qu'on n'a plus mangé tes lasagnes. Et quand vous êtes en cuisine pour faire vos lasagnes, qu'est-ce que vous écoutez ? Est-ce que vous écoutez de la musique, la radio ? Vous travaillez en silence ? Ouais, non, Vous discutez ? Ouais, je travaille en silence. J'aime bien cuisiner et boire un verre de vin avec mon compagnon, donc non, en silence plutôt. Ouais. Le resto de votre vie, s'il n'en restait qu'un, votre restaurant préféré de tous les temps ? Moi, j'adore Alain Passard. L'Arpège, on va dire. Expérience magnifique, chef éblouissant. Non, mais l'Arpège. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un restaurant qui vous fait rêver, que vous rêveriez de découvrir ? Vous n'êtes pas encore allé ? Bon, alors là, pour être très honnête avec vous, Adeline, tous les restaurants me font rêver. Mon rêve, là, c'est de prendre un billet d'avion, partir en Italie pour aller manger italien. Je dirais peut-être plus simplement, juste avec beaucoup de simplicité, de me retrouver entre amis, dans un restaurant, une grande tablée, comme avant, quoi. Juste ça, peut-être. Tout simplement. Ouais. Un rêve qui paraît simple, mais bon, inaccessible pour l'instant. Et dernière question de cette interview, à quelle femme souhaiteriez-vous passer le relais ? Qui est-ce que vous aimeriez entendre au micro de Girls in Food ? Toutes celles que j'ai citées avant. D'ailleurs, je ne sais pas si elles ont toutes fait, si elles l'ont fait. Donc, Adeline, je vous donne des idées là. Exactement. Des femmes passionnantes. Et je rajouterai peut-être à ces femmes une amie qui s'appelle Célia, qui a monté un studio qui s'appelle Studio C, qui est metteur en table. Exactement. Ça peut être intéressant, Adeline, pour vous. En fait, elle fait de la scénographie. Et elle a un parcours très intéressant. C'est une femme que j'aime beaucoup. Donc, peut-être Célia, si elle a envie de jouer le jeu. Exactement. De se dévoiler au micro de Girls in Food. Un grand merci, Laurence Maintil. Merci, Adeline. À bientôt. Au revoir. Un grand merci à Laurence Maintil pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.